Du clocher de la petite église en ruine, Abdelkader contrôle tout le village. Là-bas, au-delà du crassier, de la mine de charbon proche, les Allemands n'ont pas bougé, toujours réduits à une menace abstraite. C'est pour cela qu'il a laissé Saïd s'aventurer si loin de sa position aux côtés de cette jeune femme. Comment aurait-il pu d'ailleurs priver le grenadier de cet instant de tendresse? Du reste, il a regagné la masure délabrée, juste après le pont. De l'autre côté de la rue, Yassir est toujours embusqué dans la cuisine de la ferme. Mais Saoud n'a pas quitté son cabanon. Maintenant, il leur reste à attendre l'attaque ennemie. Aucun d'eux ne croit plus à l'hypothétique arrivée de l'armée française. Que viendrait-elle faire sur ce plateau venteux? Ils sont désormais livrés à eux-mêmes, la peur au ventre, les membres engourdis, perclus par le froid. Leurs armes sont dirigées à l'aveuglette vers la campagne brumeuse, sans but précis pour le moment. Seuls quelques corbeaux, au croassement strident, perforent le silence. Mais Saoud en suit un des yeux, qui file à tire-d'aile en direction de la ligne ennemie. Il inspire profondément, puis expire tout doucement. Malgré l'air glacé, il ôte son casque et regarde la photo d'Irène cachée à l'intérieur. Il se perd dans la contemplation de son visage. Il s'en sortira, oui. Il lui promet, et il retournera à Marseille. Je saurai pourquoi tu ne m'as pas écrit. En remettant son casque, il aperçoit dans la brume des petites silhouettes pâles qui se détachent vivement dans la blancheur sourde du paysage. Puis surgissent 2 sections de soldats allemands qui filent au pas de course sur le chemin du hameau. Mais Saoud observe leur avancée rapide dans la lunette de son fusil. Comme il est surprenant de découvrir les visages ennemis, des humains comme les autres après tout. Parmi eux, des hommes d'un certain âge, d'autres extrêmement jeunes, presque des gamins. Ils portent des uniformes trop grands, assemblage hâtif, disparate, qui trahissent leur déroute. 2 SS les extortent, au combat en braillant. Comme prévu, Messaoud les laisse dépasser sa cache. Il pénètre dans l'enceinte du hameau et voilà arriver devant le poste de Yassir. Abdelkader adresse le signe de tête convenu au goumier et un déluge de feu s'abat sur le convoi allemand pris entre Yassir et Messaoud. Un des SS s'effondre, puis aussitôt après un vétéran, piétiné par les autres dans l'affolement qui les disperse. Profitant des interstices entre les planches disjointes à l'arrière de son abri, Messaoud les prend à revers, leur coupant la retraite en les mitraillant sans discontinuer. Un petit groupe d'ennemis s'est couché de l'autre côté de la route bombée, sans meilleure protection contre ces tirs. Désespéré, un des hommes armés d'un Panzerfaust anti-char se redresse de toute sa hauteur. Messaoud l'ajuste immédiatement, mais l'autre a tiré au jugé. L'obus file vers Messaoud, qui n'a pas le temps d'esquiver. La casemate est pulvérisée. Des flammes s'élèvent à son emplacement, surmontées d'une sinistre fumée noire. Messaoud, Abdelkader a hurlé. Tout est arrivé si vite. Alors qu'il recharge son fusil, il aperçoit le Panzerfaust qui pointe dans sa direction. Le caporal a tout juste le temps de se jeter en arrière dans les escaliers du clocher, que déjà il disparaît sous une pluie de gravats. Il se redresse,
couvert de poussière, mais miraculeusement indemne, et descend précipitamment les dernières marches, courant se mettre à l'abri derrière un pan de mur branlant de l'église. Il y découvre Saïd, qui a quitté son poste pour se porter au secours de Martinez. Abdelkader s'y oppose d'abord. Le sergent-chef est mourant, et ils ont déjà perdu Messaoud. Mais Saïd ne peut se résoudre à abandonner l'homme qui, une fois, déjà l'a sauvé. Abdelkader cède à ses insistances. À travers le tumulte, il crie à Yassir de couvrir le grenadier pendant qu'il traverse le hameau. Saïd s'élance, protégé par le couvre-feu du goumier. Il réussit à passer et s'engouffre sain et sauf dans le refuge du blessé. À bout de souffle, il pénètre dans la chambre de Martinez. « Allez, on va sortir de là, sergent. » Le grenadier passe un bras sous le corps affaibli. Martinez est pâle à faire peur, ses yeux creux regardent Saïd sans comprendre. Il semble bien mal, sa blessure le lance quand il se sent soulevé. Et cette douleur déchirante, c'est la vie qui reflue en lui. Il n'y a que quelques pas à faire pour quitter cette pièce et s'en sortir peut-être. Martinez s'accroche à Saïd reconnaissant. Le grenadier lui sourit comme une mère. Soudain, un tir d'obus souffle le mur de la chambre. Les deux hommes sont soulevés du sol et projetés au fond de la pièce. Les deux corps retombent côte à côte, parmi les morceaux de plâtre et les débris de mobilier. Abdelkader, abasourdi, comprend au silence qui succède à l'explosion que Martinez et Saïd ont été tués sur le coup. Il chancelle nauséeux, cherchant à rassembler ses esprits. Avec Yassir, il est le seul survivant. Aucune chance de s'en sortir, à moins de se retrancher à l'arrière du village. Le caporal traverse la rue et fait irruption dans la minuscule cuisine qui sert d'embuscade aux géants, pelotonnés entre les fourneaux. « Viens, il ne faut pas rester ici, on va se replier. » Au visage défait du caporal, Yassir sait que les autres sont morts. Il faut donc reculer et en finir. Tous deux traversent le hameau en courant et parviennent au pont qui enjambe la rivière de glace. De l'autre côté se trouve la réserve de grenades de Saïd. De quoi tenir encore un peu. Alors qu'ils s'y engagent, le crépitement sourd d'une rafale de mitraillettes déchire l'air derrière eux. Yassir est atteint en pleine course, et son corps criblé de balles semble soudain en suspens, avant de s'écrouler pesamment en travers du pont. Saisi d'horreur, Abdelkader fonce sur lui et tente de le relever. Mais Yassir est trop lourd. Son sang se répand autour de lui, son regard s'éteint, il a perdu connaissance. Abdelkader est impuissant. Acculé, il pousse un hurlement de rage en franchissant les derniers mètres qui le séparent du poste de Saïd. Mais celui-ci est propulsé par un nouveau obus. Abdelkader se relève contusionné et se traîne en titubant jusqu'à la haute porte de la grange voisine. Il parvient enfin à ouvrir la lourde fermeture de métal et se barricade à l'intérieur. Alors qu'il s'effondre dans la paille, une épouvantable déflagration fait voler en éclats la porte de la grange. Un échange de tirs retentit à l'extérieur, suivi de bruits de voix. Cela ne se peut pas, il n'y a plus que lui, ils sont tous morts, ses compagnons, ses amis, ses frères. Soudain, le caporal reconnaît des mots d'arabe mêlés de français. Des goumiers pénètrent dans la grange et visent Abdelkader qui se relève et crie en sanglotant « Ne tirez pas, je suis français !» Ébloui par la lumière vive, il cligne des yeux en sortant de la grange, étonné par la siglante clarté du jour.
Abdelkader se dirige hagard vers la rue principale du hameau et découvre la colonne de tirailleurs et de soldats français qui s'y trouve. Une jeep entre dans le village. À son bord, le colonel exhorte ses hommes avec enthousiasme. On ne s'arrête pas. Il faut exploiter la rupture jusqu'au Rhin. On sera les premiers en Allemagne. Abdelkader court vers lui, se frayant un passage dans le flot des soldats. Mais la jeep, qui a déjà redémarré, quitte le petit hameau. « Mon colonel !» L'officier ne l'a pas entendu. « Où tu vas, toi ?» Un lieutenant l'arrête en le retenant par le bras. « Je veux faire mon rapport au colonel. »« Tu le feras à ton sergent. Il est mort, mon capitaine aussi. » Le colonel, ou plutôt le lieutenant, considère le caporal hâve et son uniforme crasseux déchiré. Ce n'est pas le moment de s'emmerder avec un rapport. Ta section, elle est où? Le regard d'Abdelkader balaye le petit hameau, la maison écroulée, où ce matin encore Martinez était soigné, les débris fumants de la casemate à l'entrée du village, l'énorme flaque de sang sur le pont qui témoigne encore de la fin du goumier dont le corps a déjà été emporté par les brancardiers. « Je n'ai plus de section, mon lieutenant. Notre mission... » Il n'a pas le temps de poursuivre. Que l'homme, elle, un tout jeune sergent dans le flot de la colonne. Celui-ci, rablé, le visage volontaire, s'approche et interroge le lieutenant du regard. « Sergent, vous n'avez plus de caporal? En voilà un. » Il pousse devant lui Abdelkader sidéré. « Prends ton barda et rattrape-nous. » Abdelkader suit un instant des yeux le jeune sergent qui presse le pas pour rejoindre sa section. Il finit par remarquer les villageois qui émergent un à un de la cave où les 4 tirailleurs les avaient enfermés pour les protéger. Devant eux pose une unité de soldats français. Un caméraman filme la scène pendant qu'un officier du cinéma des armées annonce « Nos soldats libèrent l'Alsace ». Devant la caméra, les soldats, tous métropolitains, font sortir de leur refuge femmes, enfants et vieillards, d'abord dépassés par l'agitation alentour, puis c'est le soulagement inespéré et la joie. Ils étreignent avec chaleur les soldats qui leur tendent les bras. Seule une jeune fille se tient à l'écart et cherche des yeux sans le trouver le soldat dont elle ne connaît pas le nom, mais seulement le regard brillant et les traits juvéniles. Elle a prié pour lui pendant les combats, espérant que son médaillon suffirait à le protéger. À présent, elle découvre avec angoisse les ruines de la maison dont il avait surgi pour l'aider. La voix du cinéaste l'interpelle. « Mademoiselle, regardez par ici. » Mais elle ne l'écoute pas. Elle avance vers les ruines. Ses pas hésitants se transforment en course effrénée. Les larmes l'aveuglent. Abdelkader n'a pas tenté de la retenir. Elle seule, pourtant, pourrait comprendre le dégoût qui monte en lui devant ce simulacre de libération. Les soldats adoptent maintenant des postures de sauveurs, les enfants sur leurs épaules. Ils serrent les vieillards dans leurs bras, reçoivent les baisers des femmes. Le lieutenant s'approche de lui et le rappelle à l'ordre. « Qu'est-ce que tu fais encore là? Tu crois que ton groupe va t'attendre ?» Le flot des soldats dépasse le caporal. Son âme est vidée. Toute velléité de résistance semble avoir abandonné. Un soldat, voilà ce qu'il est. Il n'a pas à discuter. Abdelkader se laisse entraîner. Derrière la colonne, le hameau s'éloigne peu à peu, recouvert par la neige qui s'est remise à tomber. Le pays libéré disparaît dans une blancheur indifférente. La suite demain. Vous pouvez vous abonner.